Donc Olivier Duc, je suis premier adjoint à la mairie de Tignes, donc en charge de la vie économique, donc le tourisme essentiellement, et la transition du territoire, donc le développement durable. Ce travail, on le fait chaque année parce que ça nous permet ça nous oblige chaque année à se poser et se dire où on en est, parce qu'on a fait un bilan carbone en 2021 basé sur l'année 2019-2020. Et l'idée, c'est de voir comment on arrive à faire évoluer. Donc voilà, ça nous met une deadline où à un moment donné, il faut sortir des chiffres et voir où on en est et d'échanger avec vous qualitativement sur les réponses qu'on peut apporter pour améliorer le bilan carbone, qui, vous le verrez, n'est pas très bon, mais il y a de bonnes raisons qu'il ne soit pas très bon. Donc pour l'histoire, ce bilan carbone, on l'a fait en 2021 dans le cadre d'une action collective avec un cabinet qui s'appelait Utopie. Voilà, c'est pas nous qui avons fait tout ça dans notre coin, hein. Il y a des gens qui sont venus nous accompagner. Ce qui est très et on l'a fait avec deux autres stations, la Clusaz et le Grand Bornand. Parce que l'idée, c'était d'avoir une démarche un peu globale station. Et l'idée, c'était de mesurer l'impact d'un skieur sur l'impact carbone d'un skieur, qu'il soit à Tignes, à la Clusaz ou au Grand Bornand, voir s'il y avait des différences ou pas. Alors ce qui est difficile, c'est que par rapport à une entreprise, voilà, là c'est multi-activités. Il y a la STGM qui gère la remontée mécanique avait déjà fait son bilan carbone, mais nous à côté de ça, il y a toute la composante globale de l'activité touristique, et donc on a décomposé le bilan en trois parties. Donc la partie domaine skiable, combien pèse le domaine skiable, le damage, les remontées mécaniques, tout ça, et estival. Les visiteurs, la venue des visiteurs, quel est le poids, leur déplacement, leur logement, leur alimentation, etc. Et puis tout ce qui est géré par la collectivité, le déneigement, les infrastructures, lagons, Tignes Espace, les déchets, les consommations des bâtiments, etc. Voilà comment ça a été décomposé en trois parties, en essayant de prendre un maximum de choses, mais ce n'est pas un bilan exhaustif, complet, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas aller trop loin dans le détail. Typiquement, les magasins de sport, on n'a pas pu... j'avais donné, moi, mes indications, mais il y avait tellement de données à traiter que ça n'a pas été pris en compte. Donc voilà, ce qu'on précise, c'est que voilà, c'est des ordres de grandeur. Même si on est accompagné par un cabinet, il y a beaucoup d'approximations à un moment donné pour pouvoir établir le bilan. Mais l'ordre de grandeur est quand même celui qu'on va vous donner. Alors, donc, en 2019-2020, le résultat donnait une empreinte carbone de l'activité de Tignes à l'année de 187 280 tonnes de CO2 équivalent et de 59 kg de CO2 par nuitée. Voilà, donc voilà, c'était ça un peu par personne. Et je l'entoure parce que finalement, on va essayer de regarder les deux aspects, quoi. On va dire par skieur, il y a une slide où c'est par skieur, mais il y a un effet volume qu'il faut aussi prendre en compte. Donc ça, c'est le point de départ, en tout cas, de notre bilan carbone. Et comment ça se décompose? Donc on voit qu'il y a des grosses différences entre les parties. Le domaine skiable, il pèse vraiment pas beaucoup dans le bilan carbone, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser avec les dameuses, etc. Mais en fait, tout ça ne pèse que 3%. L'énergie de la collectivité, enfin tout l'impact lié au fonctionnement de la commune et des habitants, c'est 11%. Et en fait, le gros du pavé, c'est les touristes, les visiteurs qui viennent nous voir. Et on devine tout de suite quelle est la grosse partie, c'est les 66%, c'est la mobilité de nos visiteurs, le déplacement de nos visiteurs. Ensuite, on a l'alimentation et l'énergie touristique des bâtiments. Alors voilà, on va redétailler. Si on détaille juste là, c'est la part visiteur, donc voilà, les trois quarts de l'impact des visiteurs, c'est leur trajet.
ensuite c'est ce qu'ils mangent, et ensuite c'est l'énergie touristique des bâtiments. Et quand on détaille les trajets, on se rend compte que l'origine des clients pèse beaucoup sur leur impact. On avait cette année-là 51% de clientèle française, c'est 16% de l'impact carbone, parce que forcément il y a moins de distance à parcourir, et puis il y en a qui viennent en train, il y en a qui viennent en transport en commun. Si je prends tout en bas les pays qui ne sont pas forcément en Europe, où il faut prendre l'avion, seulement 8% des visiteurs, mais 38% du bilan carbone. Donc on voit que où sont les enjeux en fait pour pouvoir agir. Et au milieu, le Royaume-Uni qui pèse quand même lourd, 20% des clients, 22% du bilan carbone, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui prennent l'avion. Voilà, juste pour information, à l'époque, l'étude qu'on avait faite, c'est les transports utilisés pour venir. Alors c'était en Savoie-Mont-Blanc, l'enquête qui avait été faite. Chez les Français, c'est la voiture en 82%, le train en 11%, avion, autocar, etc. L'hiver en tout cas, puis l'été, il n'y a pas beaucoup de différence. Et pour nos amis britanniques, c'est l'avion les 3/4 du temps. Et ils atterrissent à Genève pour 59% du temps. Alors ça nous aide après à faire les calculs de bilan carbone, parce qu'on sait qu'après, derrière, ils doivent prendre une navette qui fait tant de kilomètres, etc. Donc ces données, voilà, c'est des données approximatives, parce qu'on les a sur Savoie-Mont-Blanc, on ne les a pas forcément sur Tignes, mais voilà, il faut bien se baser sur quelque chose pour pouvoir se faire une première estimation. Sur l'impact carbone de la collectivité, il y a quand même un gros volet déplacement. Alors dans le déplacement, c'est-à-dire carburant, etc., il y a un gros volet, c'est déneigement quand même aussi. C'est-à-dire que ça pèse quand même assez lourd. Mais il y a aussi le déplacement des gens qui travaillent, les déplacements professionnels. Voilà, donc ça c'est quand même important. On a l'énergie des résidences principales. Voilà. Il faut bien qu'on habite et qu'on soit un peu chauffé quand même, pour ceux qui habitent là. Les collectivités, tout ce qui est les infrastructures, l'énergie de la collectivité, l'AGON notamment, qui pèse lourd. Tous les travaux, prestations, etc., tous les travaux de voirie, ça a un impact carbone. Les déchets, seulement 8%. Voilà. C'est pas là-dessus qu'il y a un gros enjeu, il y a plus un enjeu de zéro déchet pour la biodiversité que d'impact carbone. Marketing, pub numérique, on a étudié aussi. Voilà, c'est pas là-dessus qu'il y a des gros enjeux non plus. Et le domaine skiable, donc, qui représente donc 3% du bilan carbone. Donc les dameuses, c'est un gros tiers. Les remontées mécaniques, donc on prend en compte l'immobilisation des remontées mécaniques, l'impact de la construction, l'énergie qu'il faut pour la faire fonctionner, c'est 29%. Et les autres dépenses, c'est 23%. Donc la maintenance, l'entretien des routes, des bâtiments, etc., les véhicules divers et variés. Donc voilà, ce bilan, il laisse apparaître qu'une nouvelle. C'est pas le fait de venir skier qui pollue, entre guillemets, c'est le fait, c'est comment on vient, où est-ce qu'on loge, qu'est-ce qu'on mange. Après, ce qu'on fait, ça vient largement après, quoi. Que vous veniez ici, que vous fassiez du ski ou que vous n'en fassiez pas, ça ne change pas grand-chose à votre bilan carbone quand vous venez en vacances ici, quoi. Et donc voilà, avec Utopie, ils avaient agrégé les données de toutes les collectivités. Et donc voilà, ils avaient globalement, alors, il y a quelques nuances parce qu'on a pris en compte là l'équipement sportif qu'on n'avait pas pris en compte dans le bilan global, parce qu'il y avait des fournisseurs, des équipementiers dans le pool de personnes, d'entreprises dont on a fait le bilan carbone. Donc voilà, on arrive à un chiffre de 48,9 kg de CO2 pour un skieur. On retrouve les grandes données, le transport, 52%. Logement touristique, pour nous, il est sous-estimé parce que la prise en compte de l'altitude et de l'énergie nécessaire pour pouvoir chauffer les bâtiments à cette altitude est sous-estimée, mais on le verra après. Domaine skiable, c'est toujours 3%. Voilà, par contre, on a une donne équipement qui est quand même 16%.
c'est là qu'on peut dire vaut mieux louer que d'acheter à un certain point, dans la mesure du possible. On ne vous dira pas où, hein, parce qu'il y a de très bonnes adresses à Tignes. Mais voilà le bilan qui a été communiqué grandement sur cette période. Et donc nous, on a retravaillé un peu l'étude à notre niveau en creusant un peu, en se disant, bon, la mobilité des gens qui viennent, on va essayer de travailler pour les inciter à prendre le train, essayer de négocier avec la région, etc. Mais globalement, c'est pas là qu'on a le plus de levier, donc on va s'interroger à tout le reste. Et donc c'est quand on prend tout le reste, qu'on retraite l'énergie de chauffage des bâtiments avec quelque chose qui nous paraissait plus cohérent, on arrive à ce que, après la mobilité des vacanciers, c'est l'énergie des bâtiments. Il y a beaucoup de choses beaucoup des bâtiments qui sont au fuel, chaudière fuel, etc. Et beaucoup de bâtiments à rénover. Donc en priorité, le repas des touristes qui pèse très lourd. Voilà, on verra après, mais des repas carnés, c'est très important. Et les déplacements locaux, ça pèse aussi. Alors c'est des gens qui habitent dans la vallée, qui viennent travailler ici. C'est nos déplacements internes ici aussi. Donc là-dessus, on peut travailler, on peut proposer des solutions. En tout cas, c'est les 3 leviers sur lesquels on travaille en priorité ici au sein de la mairie pour réduire le bilan carbone. Donc, voilà le plan d'action. Juste pour comparer, en 2018-2019, on avait 2 121 000 nuitées. En 2023, 2 461 000 et en 2023-24, je parle de l'hiver parce que c'est ce qui pèse le plus lourd, 2 561 000. Et en journée skieur, on est passé d'1 520 000 à 1 720 000, 1 880 000. Donc on a eu plus de monde, donc vous verrez à la fin forcément, ça alourdit le bilan carbone, mais ça c'est un peu indépendant de notre volonté, mais en valeur absolue, ça l'alourdit. Mais on va voir ces chiffres vont être utiles pour faire quelques calculs. Ça c'est quelques chiffres qu'on utilise pour faire l'impact des gaz à effet de serre en fonction des modes de transport. C'est pour mémoire, mais évidemment, on sait qu'une voiture gasoil longue distance, on calcule 2,2 passagers par voiture, donc c'est 86 grammes de CO2 par kilomètre, alors que vous prenez un autobus, et encore, l'autobus c'est 2 fois, c'est 3 fois moins grosso modo en estimant que c'est 30 passagers. Maintenant, quand il vient d'Angleterre qu'il est plein avec 55 passagers, forcément ça réduit. Et à l'inverse, vous prenez un avion, là il y a la prise en compte des traînées aussi, ce qui n'était pas le cas dans les anciens calculs. On prend les traînées des avions, parce que ça fait du H2O en fait, qui va vraiment accentuer l'effet de serre, quoi. Et donc forcément l'avion a un impact beaucoup plus lourd. Donc on va tirer vers quelque chose qui est moins impactant. Le moins impactant est évidemment le train. Donc le train c'est la solution magique, mais qui évite ses limites, comme l'a évoqué Fred tout à l'heure. Donc in situ, dans Tignes, qu'est-ce qu'on fait? Alors ce qu'on a fait depuis, c'est des choses qui sont maintenues en 23-24, mais qui ont été faites dès les saisons 22-23. Donc en mobilité collective, on a 2 bus supplémentaires en hiver et en été, pour permettre aux gens justement de ne pas reprendre leur voiture quand ils sont là. 2 bus depuis Bourg-Saint-Maurice ? Non, des bus in situ, on en a un de plus, il n'y en avait qu'un seul avant qui faisait 1800, 2100, on en a 2 maintenant. Et puis on a une navette en plus qui fait Brévière, qui va à Val d'Isère. Et je ne parle pas, en plus il y a des renforts, globalement l'offre a été enrichie. Alors on ne parle pas de nombre de bus, mais globalement il y a plus d'heures de conduite de bus au-delà même de ces 2 bus supplémentaires. Et le fait est, on était au résultat de l'enquête satisfaction à Tignes. À Tignes, les navettes sont très très utilisées par rapport à ce qui peut être le cas dans les autres stations de la Compagnie des Alpes. On a 2/3 des clients qui utilisent les navettes à Tignes. Donc il y a beaucoup, c'est pour les skieurs à venir du Val-Claret, mais pas que. En tout cas, les navettes, c'est un vrai point fort de Tignes. Et
et on fait tout pour que ça dure. L'été, on valorise les mobilités douces avec des prises de vélo électriques qui sont développées, la mise en place des trottinettes qui permettent d'éviter de prendre sa voiture, le développement du cheminement piéton aussi. Alors c'est encore pas parfait, mais en tout cas on essaie de valoriser le fait d'aller à pied d'un point A à un point B. Et puis pour les locaux, il y a toute une démarche qui a été engagée avec la communauté de communes, avec Blablacar Daily, donc le covoiturage, où quand vous êtes passager, en fait, que vous vous inscrivez sur un trajet, votre trajet est 100% payé par les collectivités. Tout à fait. Sur Blablacar Daily seulement. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui font du bourg-Tignes. Alors, il y en a qui covoituraient déjà, et qui sont rentrés dans la démarche et qui ont un petit effet d'aubaine, mais il y en a qui du coup qui prenaient une ou deux personnes, sont inscrits, et du coup ils en prennent 3 ou 4. Donc voilà, ça permet quand même d'améliorer la donne et donc d'avoir moins de voitures entre Bourg et Tignes. Il faut savoir qu'on a quotidiennement environ 1000 voitures qui viennent de la vallée, qui arrivent à Tignes chaque jour, quoi. C'est quand même assez incroyable. Et même en intersaison, on arrive à 700-800 voitures par jour, quoi. Mais effet non encore mesuré parce que là, on n'arrive pas, c'est compliqué de mesurer combien on a de voitures en moins du fait de ça, c'est hyper compliqué. Donc on fait, puis à un moment donné, on essaiera de trouver la solution de mesurer, mais pour l'instant, on donne des solutions et puis on n'y est pas encore. Pour l'arrivée de nos vacanciers, il y a tout ce qui a été fait, beaucoup de choses engagées l'année passée aussi, qui a été maintenu. Le site Gotignes qui valorise le trajet le moins carboné. D'ailleurs, il faudra que tu essayes, Aurélien, de chez toi. Que logiquement, n'importe où en fait, en Europe et en France, tu dis je veux partir de chez moi, je veux à la Tignes, ils te proposent toute une chaîne de transport. Tu peux acheter un billet unique. En tout cas, tu as un seul point d'achat et ils te proposent le trajet le moins carboné. Donc ils mélangent du bus avec du train, avec des taxis, éventuellement ici pour faire la liaison avec les autocars. Donc en tout cas, c'est un agrégateur de transport. Donc c'est un super outil que nous, au niveau de Tignes Développement, on met en avant pour les vacanciers. Il y a des choses qui fonctionnent quand même bien, qu'on pousse. C'est justement la durée du séjour. Voilà, on se dit, quitte à faire se déplacer, autant rester le plus longtemps possible. Donc on était, le chiffre est presque anormalement bas, mais 4,97 jours en 18-19, 6,09 en 22-23, et là on est passé à 6,28 jours de vacances à Tignes en moyenne en 23-24. Donc ça c'est positif, quoi. Les gens restent plus longtemps. Et voilà, faut croire qu'il y en a de moins en moins qui partent le vendredi, le vendredi matin. Ils partent avec peut-être le 6 jours égale 7, en tout cas les gens, ça se mesure. Il y a le développement un petit peu des formules midweek qui est en train d'arriver aussi, donc on y a adhéré. Et on se rend compte qu'en fait on loue plus qu'avant. Sur des périodes comme janvier, etc., ça remplit. Après qu'ils viennent midweek en train, super. Ou à 5 en voiture. Ça n'aide pas au bilan carbone. Non, mais voilà. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de bons ou mauvais trucs. C'est bien que ce soit loué, c'est bien que ça fasse. C'est mieux un appartement, s'il est chauffé, autant qu'il soit occupé. Voilà. Donc on est là pour remplir la station. Donc voilà. Et puis voilà. Au-delà du train, il y a les navettes Tignes-Bourg-Saint-Maurice où on a quand même une desserte qui est meilleure que ce qu'elle était avant 2022. Voilà, la promotion internationale, l'arrivée du Club Med, tout ça, parce qu'on a vu au début, ce qui compte, c'est aussi d'où viennent les gens, quoi. Donc, en 2019, on avait 92,9% de la clientèle qui était européenne, d'après donc G2A et une étude qui font, etc. En 2023, on est passé à 94,1%, malgré la hausse des Brésiliens, parce que j'ai le détail, tout ça, mais on voit la montée en puissance des Brésiliens, mais il y a eu de la perte par ailleurs. Et là, par contre, ça s'est réinternationalisé un peu plus, donc on est redescendu à 93,5%
clientèle européenne en 2024. Donc en gros, en 2023, on avait fièrement affiché une baisse de 7000 tonnes de CO2 avec cette baisse-là. Bah là, on reprend 3500 tonnes de CO2 quoi, sur notre bilan. Donc, et il ne faut pas rêver, ce qui pèse le plus, c'est tout ça, quoi. C'est d'où viennent les gens. Bon. Il y a une volonté de ne pas promouvoir à l'international La transcontinentale, pardon. D'accord. Donc on faisait des salons aux États-Unis, on avait des propositions. La commune de ne pas le faire par rapport à... Oui, tout à fait. Donc c'est un vrai engagement, un vrai renoncement quand même. De se concentrer sur l'Europe. De se concentrer sur l'Europe. Sachant qu'il y a des opportunités en Europe, on n'est pas... Mais par rapport à la taxe carbone. Pas par rapport à la taxe, par rapport à notre bilan carbone. Ouais. Ben non, mais c'est... Oui, c'est... Non, mais à contrario, on a des Brésiliens. Bah, après, on ne va pas les empêcher de venir. Oui, okay. Et s'il y a des gens qui... Oui, après, il y a des opérateurs qui ont des marchés historiques avec des pays, etc. De toute façon, s'ils veulent venir, s'ils ne viennent pas à Athènes, ils iront ailleurs. Bah ouais, donc l'idée, c'est pas dans... Mais par contre, nous, nos efforts, on les fait ailleurs. Donc notamment sur le marché... Il y a le marché anglais qui marche très bien, les Belges, les Néerlandais historiquement. Belges et Néerlandais, je pense qu'il y a de quoi progresser encore là, il y a du train éventuellement. Et après, le marché allemand et suisse, typiquement, marché de proximité. Vous prenez un Allemand, il n'est pas plus loin qu'un Français presque. Voilà. Quelqu'un qui vient de Düsseldorf, c'est comme quelqu'un qui vient de Brest, c'est la même chose, quoi. Donc voilà, l'idée en tout cas, c'est nos efforts, nous on les porte sur la clientèle européenne et c'est un véritable engagement. Bon, alors ça, c'est un travail de long terme, donc là il y a des effets un petit peu en dents de scie, mais en tout cas, nous la tendance elle est affichée auprès des opérateurs, donc à eux de suivre aussi, et on pense que ça peut marcher. Donc là vous avez le détail. De la clientèle étrangère, majoritairement c'est les Royaumes-Unis. Après on a nos amis belges, néerlandais, suisses. Donc les Brésiliens, il y a autant de Brésiliens que de Suisses quasiment. Les Israéliens aussi, qui sont friands du Club Med. Voilà. On a les Espagnols aussi qui sont des très bons clients de Tignes. Voilà pour l'essentiel. Bon, là, il y a tout le détail vraiment pour vous dire sur quoi on se base. Voilà. Je l'ai gardé pour mémoire pour avoir tout le détail, mais pas forcément utile de rentrer dedans. Donc après, l'autre sujet, c'est le fuel, toute l'énergie de chauffage des bâtiments. Donc on sait que c'est un énorme enjeu, la rénovation de l'immobilier de loisirs. Donc on a encore 6 rénovations de bâtiments collectifs en 2024, plus 4 chalets. On en avait 6 en 2023 aussi, mais dont le Palafour qui est plus gros. Donc là, on a estimé, on a 140 tonnes de CO2 en moins en 2024. Donc j'ai barré. Parce qu'en fait, dans les 80, il y a le curling, en fait, je ne le compte pas parce c'est commercialisé, il n'était pas c'est un hôtel. Voilà. Donc sur les 90 résidences qu'on a à rénover encore, il ne reste plus que 85. Voilà, on progresse. Sur 130 bâtiments en tout cas. Donc on progresse. Mais... Ça avait été apprécié votre allocution. Au Borsa, ça avait été raide, mais c'est le jeu. Je ne pense pas que c'était lié à l'écologie. Oui. Oui. Merci de me faire le retour parce qu'effectivement. Non, ça avait été apprécié. On s'était fait taquiner, quoi. Mais, pour cette copro, c'est un autre sujet qui veut animer les sujets, mais je pense que effectivement, on y passe aussi. Tout à fait. Surtout, voilà, il y a une deadline, c'est que ce sera interdit de louer les logements classés AE en 2034. Donc il faudrait que tout le monde soit passé en D. Alors ça paraît loin, mais ce sera peut-être plus tôt. Il y a des discussions pour que ce soit éventuellement plus tôt, mais on va dire qu'on a ça en ligne de mire. Et donc on est très content d'avoir validé l'embauche d'une chargée de mission. Alors l'intitulé du poste, c'est peut-être pas exactement celui-là, mais en tout cas, chargée de mission rénovation d'immobilier de loisirs au sein de Team Développement. Donc qui va jouer le rôle notamment d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour accompagner les copros dans leurs projets de rénovation, notamment sur les premières parties. Après, il y a le maître d'œuvre qui prendra la suite des choses, mais l'idée, c'est justement de pouvoir accélérer
les projets en donnant de l'information, de l'accompagnement. Après, ce qu'on explique en AG, justement, quand on va voir les propriétaires, on leur dit, il y a pour ces propriétaires historiques, on leur dit, déjà, vous transmettez quelque chose qui a une valeur, quoi. Vous ne mettez pas vos descendants dans l'embarras, parce que ce que vous ne faites pas, à un moment donné, il faudra quand même qu'ils le fassent, quoi. Donc il y a ce discours-là, et puis il y a le discours de dire, alors c'est peut-être des gens qui ne louent pas, c'est toujours le truc, mais en tout cas, voilà, plus ça va aller, plus ceux qui ne seront pas rénovés vont être moins commercialisés, quoi. Je veux dire, c'est évident. T'es vacancier, tu préfères aller dans une résidence où tu ne sens pas les courants d'air, où voilà, il y a un confort pour le visiteur d'être dans un bâtiment qui est rénové. C'est pas l'intérêt de la station aussi. Non mais voilà, donc nous, à un moment donné, on va valoriser, mettre en avant ceux qui sont rénovés, parce que ça fait partie du... alors l'idée aujourd'hui, on ne veut pas stigmatiser ceux qui ne le sont pas, mais à un moment donné... ça passera par le même système qu'on a aujourd'hui d'être en ambassadeur. tout cas, voilà, il peut y avoir une valorisation. Comme il y a des classements aujourd'hui, on peut rajouter... dans le classement de meublé, voilà, en tout cas une donnée, un label, comme quoi c'est un bâtiment rénové, c'est des choses qu'on imagine arriver. En tout cas. Donc voilà, en tout cas, globalement, ça avance quand même bien, parce qu'on dit 6 rénovations, ça ne paraît pas grand-chose, mais avant 2023, on était plutôt à 2-3 rénovations, quoi. Donc on a déjà passé un step, on sent que il y a comme une prise de conscience de la part des copros, et voilà, ça s'organise. La filière s'organise, parce qu'il faut aussi des artisans pour pouvoir faire le boulot, donc on est quand même plutôt sur une bonne pente, mais il faut accélérer. Voilà, les actions qu'on a engagées en 2023, qu'on a maintenues en 2024, sur lesquelles il n'y a pas d'évolution. Voilà, l'éclairage public, on avait passé beaucoup de choses en LED, notamment les tunnels, et ça pèse très très lourd, plus le fait d'éteindre la nuit certains quartiers, certaines périodes. En tout cas, ça nous a fait faire des économies en mégawattheure. C'est seulement 11 tonnes de CO2, mais bon, il n'y a pas de petits profits, pas de petites économies de CO2, donc c'est quand même important. Ce qui avait pesé lourd, c'est le plan de sobriété imposé par le gouvernement l'année dernière, qui a fait prendre des bonnes habitudes. Donc, grosso modo, 3500 tonnes de CO2 économisées. Voilà, c'est 10% d'économie sur les 19% des émissions. Donc ils sont maintenus. Alors on attend les chiffres définitifs, mais en tout cas la consigne était restée la même sur tous les bâtiments communaux. Et puis ce qu'on avait fait aussi, c'est passer les dameuses en HVO, donc 1700 tonnes de CO2 équivalent, et un bus électrique, seulement 5 tonnes de CO2 d'économiser, mais voilà, c'est toujours ça de prix. Voilà, à terme l'idée, les bus électriques c'est pareil. Prenez le HVO, en soi, alors il y a des discussions sur le réel bilan carbone de l'huile recyclée. Si c'est vraiment de l'huile qui a été usagée, ouais, ça a quand même un intérêt. Il y a un vrai gain de carbone. Et un bus électrique, quand vous faites le bilan global, c'est mieux qu'un bus normal, mais c'est quand même, l'économie, elle n'est pas si évidente que ça, quoi. Parce qu'en plus, un bus électrique, théoriquement, on met moins de personnes dedans, et en plus, ça a une autonomie plus courte. Donc il faut plus de bus. Donc en fait, il faut plus construire, il faut plus de matériaux. Donc au lieu de 8 bus, il en faudrait 14. Donc ça interroge quand même de savoir si c'est vraiment la bonne solution, le bus électrique pour les transports ici dans le coin. Bon, l'alimentation, on n'a pas beaucoup avancé, mais c'est un sujet délicat. Oui, c'est vrai. On a dans la charte des acteurs engagés, en tout cas, c'est un point qui est... Vous avez supprimé quoi? Il y a vraiment des lardons qui venaient de... Ah c'est bien. Faites le savoir, parce que comme ça, nous, on est content que ça joue. On s'oriente. Donc voilà, pour nous, il y a deux aspects, c'est des tailles de plats, parce que pour éviter le gaspillage, et des menus moins carbonés. Donc si on fait les bilans comme ça, on s'amuse à faire un peu les chiffres. Sur un périmètre constant, tac, si on ne prend pas l'augmentation du volume de clientèle, on était à 187 000 tonnes et 280 des pouillèmes. On avait réduit en 2023 de 12 376 tonnes.
Cette année, on réaugmente, parce qu'on a une clientèle qui est plus internationale, de 3300 tonnes. Donc, par rapport à 2019, aujourd'hui, on a une baisse de 4,8% de notre bilan carbone en 2024. Donc, voilà, on a fait des efforts, on est en baisse, mais c'est que 4,8. Ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être mieux, mais si on n'avait rien fait, ce serait pire. Ça, c'est sûr. Si je... Si je comprends bien, la journée skieur a diminué, c'est ça? Non, ça, on va le voir après. Ça, c'est juste le fait, à périmètre constant, sans un nombre de visiteurs équivalent, les efforts qu'on a fait sur le HVO, sur la proportion de visiteurs qui vient d'Europe par rapport à celle qui vient d'ailleurs, ça nous fait baisser le bilan carbone de Tignes. Maintenant, si je prends en compte la valeur absolue, c'est-à-dire qu'on a finalement 20% de nuitées en plus entre 2024 et 2019, donc forcément qui pèse sur 76% du bilan, c'est-à-dire les visiteurs, leurs déplacements, leur alimentation, etc. Maintenant, on ne dame pas plus parce qu'il y a plus de visiteurs. On ne chauffe pas plus le lagon parce qu'il y a plus de visiteurs. Donc il y a des choses qui ne changent pas, même s'il y a plus de visiteurs. Donc si on fait le calcul, ça nous fait 28 000 tonnes de CO2 en plus, auxquelles on retranche les 9 000 tonnes de CO2 qu'on a économisées par nos actions. Ça nous fait une hausse brute, on va dire, de 19 000 tonnes par rapport à 2019, donc 10% de notre bilan, de hausse de notre bilan, mais parce qu'on a plus de visiteurs, quoi. Et si je prends j'ai pris la base moyenne du skieur sur les 3 stations qui était 48,9 kg de CO2, étant donné qu'on a une réduction relative des impacts CO2 fixes, parce que toutes les baisses qu'on a faites et on a une augmentation du nombre de visiteurs, non, même pas sans augmentation de visiteurs, mais la baisse relative des bilans carbone sur des choses qui sont fixes, et ça fait baisser la baisse de 48,9, on passe à 46,9 kg de CO2 par journée skieur. Voilà. Et on tient compte effectivement d'augmentation de journée skieur qu'on avait vu au début. Donc, voilà, relativement, on a amélioré les choses sur ce qui était le plus facile à améliorer. Enfin, le plus facile, c'est jamais simple non plus. Donc, on est grosso modo entre 5, relativement, on est grosso modo à 5% de baisse du bilan carbone. L'effet volume fait que notre bilan il augmente. Le problème, c'est que il y a encore beaucoup de boulot pour avancer. Et j'ouvre sur un sujet sur lequel il y a un fort enjeu, c'est la mise en place d'un réseau de chaleur. Voilà, ça représente 37,2 gigawattheures par an pour l'ensemble du plateau 2100. On étudie la géothermie, le solaire, enfin tout un mix d'énergétique pour pouvoir... C'est ce dont on a besoin, c'est ça, ou c'est ce qui est disponible? Ça, c'est dont on a besoin. En estimant des rénovations. Enfin, ils ont fait un calcul disant d'ici 4-5 ans, il y aura tant de rénovés. Donc, ils ont estimé le besoin de l'ensemble des bâtiments à 37, qui pouvaient être branchés, à 37,2 gigawattheures. Et donc, l'idée, c'est une chaufferie bois qui serait accompagnée de fuel, parce que pour gérer les pics et vraiment tous les creux de saison, il faut une base fuel. Et de l'accompagner. On regarde en train de faire des tests pour trouver s'il y avait de la géothermie potentielle à Tignes qui puisse générer de l'énergie. Donc c'est un travail de temps long, ça demande beaucoup d'études. La rentabilité, elle n'est pas évidente, mais on y travaille. Et là, potentiellement, on gagnerait 10 tonnes de CO2. Donc aujourd'hui, c'est notre meilleure piste pour pouvoir baisser le bilan carbone sur le périmètre qu'on gère. 10 000 tonnes, ouais, sur les 180 000 globales, et on va dire sur les 60 000 hors mobilité des vacanciers. Donc c'est quand même hyper important, quoi. Voilà. Et au-delà du fait que ça réponde à un besoin de beaucoup de copros qui sont là à se dire il faut que je change ma chaudière à fuel, comment je fais, est-ce que vous avez des projets, etc. Donc c'est... Donc voilà où on en est. Vous avez toutes les données. Est-ce que vous avez des questions encore sur ce qui est mis en place? C'était clair? Vous connaissez ce
Vous êtes des pros du... Ah non, pas du tout. 9. Tu connais, toi, Aurélien, à ton avis On est aux alentours de 30 tonnes, avec 2 véhicules diesel à la maison, plus la viande, plus tout ça. On a 8,9 tonnes. On était à 11 tonnes en 95, donc comme quoi, mine de rien, voilà, c'est pareil avec un petit peu de décroissance, un peu d'évolution des produits et tout. On le réduit, mais on est à 9 tonnes. Par contre, il faudrait qu'on arrive où pour retenir les accords de Paris, selon vous? Tout à fait, 2 tonnes de CO2. Donc c'est pareil, On a de la marge. ouais, il y a du boulot. Une application qui vous permet de calculer personnellement. Bah voilà, Ça. tu fais nosgestes-climat.fr, vous pouvez calculer, ça prend... Il y a pas mal d'applications. Ouais, voilà, en 10 minutes, vous avez votre estimation, c'est assez intéressant. Et Je sais que Et la vous- viande fait partie d'un gros bilan de. bah ouais, vous voyez comme ça sur quoi vous agissez. Et... Moi j'ai 2 véhicules électriques du coup. Ouais. J'ai un impact bas. Et c'est ma viande qui va me. Bah, sur alors c'était à l'époque en 2019, hein, on était à 9,9 tonnes. En France, voilà, c'est le déplacement qui pèse le plus lourd, avec la partie voiture en numéro 1. Après, c'est l'alimentation qui rentre en ligne de compte. Voilà, le je me loge, construction et chauffage, etc. Et ensuite, c'est les équipements, j'achète tout ce qu'il faut pour la maison, s'équiper, les vêtements, etc. Et après, il y a une base dépenses publiques, on y est. Sport, culture, santé, enseignement, voilà, tout ça, c'est... Voilà, en tout cas, en France, pour information, les décompositions en 5 pavés du bilan carbone d'un Français. Bon, voilà que, toujours pareil. Enfin, honnêtement, on peut agir relativement facilement pour je pense, descendre à 5-6 tonnes par personne, ça se fait assez facilement. Voilà, la viande, vous en mangez une fois par semaine de la viande rouge et 2 fois de la viande blanche, bah c'est déjà bien par rapport à en manger tous les jours de la viande rouge, voilà, par exemple. Et la voiture, bah, vous faites du covoiturage, d'un seul coup, vous divisez par 2 votre bilan. Partez plus longtemps, vous prenez le train. Enfin, il y a de quoi réduire assez rapidement, je pense, pour un Français de 25-30%. Après, le reste, ça ne dépend pas que du comportement personnel, ça dépend des équipements qui sont mis à disposition, transport collectif, des procédés de fabrication, produits recyclés, etc. Enfin, voilà, c'est la somme de tout qui fera qu'on s'en approchera. Mais voilà, merci pour les échanges.